La tour de verre et d'acier Tower lui reflétait l'horizon de Chicago alors que David Vance fixait la ville depuis son bureau d'angle. En dessous, la ville bougeait avec une précision mécanique, tout comme l'empire qu'il avait bâti de zéro en 10 ans. Son bureau, minimaliste et ordonné, ne contenait que son ordinateur portable, un dossier unique et une photo encadrée de sa femme enceinte, Jean. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Elle devait accoucher dans 3 semaines. David ajusta ses boutons de manchette en platine, un cadeau de son associé, Dom, après leur premier contrat à 7 chiffres. Son téléphone vibra sur le bois à cajou poli, un numéro de Chicago, sûrement un client. David Vance. Monsieur Vance, dit une voix féminine, calme, professionnelle. Ici l'hôpital, merci. Votre femme a été admise. Le travail a commencé. Le temps s'arrêta. Puis son cœur s'emballa, peur. Joie. Panique. J'arrive, dit-il en attrapant déjà sa veste. Il traversa les bureaux du 14 étage de Tower 8, déterminé. Annule tout pour aujourd'hui, lança-t-il à son assistante Karen sans s'arrêter. Jean accouche. Félicitations. Cria-t-elle. Il hocha la tête. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Dans le parking souterrain, il grimpa dans son Audi noir. Le moteur ronronna. Ce moment de devenir père, c'était l'accomplissement ultime d'une vie entièrement planifiée. L'héritage Vance allait continuer. Le trafic avançait lentement dans Chicago. Ses jointures blanchirent sur le volant. Allez, grogna-t-il, changeant de voix dès qu'il pouvait. Après 23 minutes, qui semblèrent des heures, il entra dans le parking de l'hôpital, coupa le moteur, ferma les yeux une seconde. Inspirez. Expirez. Contrôle. Toujours. Il entra dans l'hôpital, obtint les directions vers la maternité. L'ascenseur? Trop lent. Il prit les escaliers 2 par 2, les semelles de ses chaussures frappant le béton. Aux 3 étages, il poussa les doubles portes. Lumière douce. Couloir bleuté. Chambre 303. Il la connaissait déjà grâce à l'appel. Il s'avança. Son cœur battait si fort qu'il entendait à peine les voix derrière la porte entr'ouverte. Des rires. Plusieurs personnes. Sa mère, sans doute. Peut-être même Dom. Il s'arrêta. Puis, la voix de son frère. Il n'en a aucune idée, dit Michael, moqueur. Mais au moins, il rapporte du fric. David se figea. Main suspendue devant la poignée. Vous méritez d'être heureux, lança sa mère. C'est juste un raté inutile. Merci, répondit Jean en riant doucement. Je vais m'assurer qu'on le reste. Le bras de David retomba. Son sang résonna à ses oreilles. Le monde se rétrécit à cette ligne de lumière sous la porte. Il aurait dû entrer. Exiger des réponses. Mais non. Son visage devint impassible. Réflexe d'homme d'affaires. Ne jamais montrer ce qu'on pense. Il fit demi-tour. Traversa le couloir sous les regards surpris du personnel. Il gardait une allure calme, jusqu'à la cage d'escalier. Une fois seul, lumière blafarde au-dessus, il s'arrêta. Son téléphone vibra, Jean. Il refusa l'appel. Puis il appela Dom. « Eh, mon pote. C'est le moment ? Je suis tonton. T'es où ? Demanda David d'une voix glaciale. Au bureau. Pourquoi ? J'en va bien ? Le bébé. Retrouve-moi au Parker S dans 30 minutes. Il raccrocha. Parker S. Leur vieux stickouz fétiche. Bois sombre, cabine en cuir, discrétion assurée. Là où ils avaient fêté chaque victoire. David arriva le premier. Coin habituel. Il commanda un double whisky, sec. Le feu de l'alcool descendit dans sa gorge. C'était la première chose qu'il ressentait depuis l'hôpital. Autre que la rage. Dom arriva 17 minutes plus tard, imposant, repérant aussitôt David au fond. Dom s'approcha.
Contrairement au costume sur mesure de David, il portait un jean sombre et une chemise à manches retroussées, dévoilant ses tatouages, traces visibles d'une vie dure avant le succès. Il s'assit en face de David. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as une sale tête. » David but une gorgée de whisky. Jean a accouché. « C'est une bonne nouvelle, non? Pourquoi t'es pas à l'hôpital? » David répondit calmement. « J'y suis allé. Michael y était. Et, ma mère aussi. » Le visage de Dom se ferma. David continua, voix plate. « Je les ai entendus parler. Michael est le père. » Le choc traversa Dom, surprise, puis compréhension, puis une rage profonde. « Enfoiré, dit-il. Qu'est-ce que tu vas faire? » Les détruire, répondit David simplement. Dom hocha la tête, les yeux sombres. On va les détruire. Personne ne fait ça à mon meilleur pote. Pour la première fois depuis l'hôpital, un sourire à peine perceptible effleura le visage de David. J'ai besoin de preuves. Je dois être stratégique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Agis normalement. Ne dis rien. On va leur tendre un piège. Dom leva son verre. À leur chute. David trinqua. À la revanche. Minuit. David rentra à son penthouse. Il était resté tard au bureau, tentant d'organiser ses pensées, d'étouffer la douleur. Le salon, avec vue panoramique sur Chicago, lui parut soudain étranger. Chaque meuble, chaque tableau choisi par Jean, portait désormais l'empreinte du mensonge. 27 appels manqués. 15 messages. Jean, où es-tu? J'ai accouché, 3,3 kg. Appelle-moi. Michael, félicitations bro, t'es papa. Viens voir ton fils. Sa mère, ta femme a besoin de toi. Assume enfin tes responsabilités. David les lut sans émotion, comme s'il étudiait des objets sous un microscope. Il se servit un autre whisky. Ce soir, il voulait juste l'oubli. Jean. Sa femme depuis 4 ans. Et Michael, son propre frère. Le préféré de leur mère. Tous deux l'avaient trahi de la manière la plus vile, lui faire croire qu'il était père. Depuis quand durait cette mascarade? Leur mariage entier était-il un mensonge? David serra son verre, les jointures blanches. Il devait rester maître de lui. Dans son bureau, il sortit un dictaphone d'un tiroir, demain, il commencerait à collecter des preuves. Son téléphone vibra encore. Jean. Il refusa l'appel et répondit. Affaire urgente. Je serai là demain matin. Félicitations. Détaché. Froid. Mais crédible venant de lui. Elle répondit aussitôt, d'accord. Je t'aime. On t'attend. Mensonge. Encore. Il posa le téléphone sans répondre. Pas de sommeil cette nuit. À la place, il ouvrit son ordinateur et chercha un avocat spécialisé. À l'aube, il avait un nom, Monica Ducas. Réputée impitoyable et discrète. Parfaite. L'hôpital. Couloir interminable. David était rasé, costume impeccable. Mais dans ses yeux, une dureté nouvelle. Il portait des roses, les préférées de Jean. Un rôle à jouer. Devant la chambre 303, il ajusta sa cravate. Masque du père comblé. Il entra. Jean était allongé, tenant un bébé emmailloté de bleu. Belle, soignée, parfaite pour la galerie. David, enfin. Viens rencontrer ton fils. Pas mon fils, pensa-t-il. Mais il sourit, traversa la pièce et l'embrassa sur le front. Désolé du retard. Le comte Miller avait besoin de moi. Ce n'est rien, t'es là maintenant. Elle lui montra le visage du bébé. Il est parfait, non? Je trouve qu'il a ton nez. Le mensonge lui noua l'estomac. Mais il resta maître de lui. Il est magnifique. Trop tôt pour savoir s'il ressemblait à Michael. Où sont les autres? Ta mère est partie chercher à manger, Michael a eu un appel pro. Mensonge encore.
Et pour le prénom, demanda-t-il. Je pensais à James. Comme ton père. Une manœuvre habile. Elle savait toucher où il fallait. James. J'aime bien. La porte s'ouvrit. Sa mère entra, un café à la main. Patricia Vance, 57 ans. Élégante, rigide. Toujours jugeante. Tu te décides enfin à venir? Bonjour mère, répondit David. Urgence client. Toujours le travail. Rien ne change. Mais cette fois, David voyait clair. Et il ne laisserait plus rien passer. Et en souriant au bébé, la chaleur dans son regard. David l'avait rarement vu diriger vers lui. Pas encore, dit-il. J'en faisais les présentations. Eh bien, vas-y, insista sa mère. Prends ton fils. Pas mon fils, pensa David, mais il tendit les bras pendant que Jean lui passait le nouveau-né. Plus léger qu'il l'imaginait. Si petit. Le bébé ouvrit brièvement les yeux. Bleu foncé, comme tous les nourrissons. David se demanda de quelle couleur il deviendrait. Noisette, comme Michael. Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Pas seulement de la colère. Du chagrin. Pour ce qui aurait pu être. Ce futur qu'il croyait réel, encore hier. Un mirage. Je crois qu'il t'aime bien, dit Jean en souriant doucement. Ce genre de sourire l'aurait autrefois fait fondre. David acquiesça, puis lui rendit le bébé. Je dois passer un coup de fil. Miller attendait toujours une confirmation. Le sourire de Jean vacilla. Maintenant? Ça peut pas attendre? Une minute, promit-il, reculant déjà. Je te ramènerai un vrai café du café d'en bas. Dans le couloir, David vit Michael sortir de l'ascenseur, téléphone à la main. Son frère cadet sourit, ce sourire charmeur qui l'avait toujours sauvé de tout. David. Te voilà. Michael le serra dans ses bras, tapotant son dos. Félicitations, papa. David répondit avec une précision mécanique, respirant le parfum familier qu'il lui avait offert à Noël. Merci. Il est parfait, hein? Michael hocha la tête, tenant toujours ses épaules. Alors, ça fait quoi? Surréaliste, admit David. Tu vas être un super père, bien meilleur que le nôtre. Une simple mention de leur père. Celui dont le prénom allait être donné à un enfant qui n'était pas le sien. David faillit flancher. Mais il se contenta de hocher la tête. Je dois passer un appel pro. Garde Jean compagnie. Évidemment, répondit Michael trop vite. Prends ton temps. David entra dans l'ascenseur, mais appuya pour l'étage supérieur. Dans une salle d'attente vide, il sortit son téléphone. Numéro mémorisé ce matin. Ducat légal. Bonjour. David Vance. Je dois parler à Monica Ducat. C'est urgent et confidentiel. Un instant. David regarda par la fenêtre. La silhouette de Chicago. La ville autour de laquelle il avait construit sa vie. Les bâtiments tenaient bon contre le vent du lac Michigan. Il devrait faire de même. Monsieur Vance? Nouvelle voix, autoritaire. Monica Ducat. On m'a dit que c'était urgent. J'ai besoin d'une avocate pour un divorce. La meilleure. En toute discrétion. Je comprends. J'ai une disponibilité à 16 heures. Bureau à Riverside Tower. J'y serai. Appel terminé. Cravate redressée. Retour à la scène. Il jouerait le père comblé. Le mari attentionné. L'homme d'affaires accompli. Mais derrière le masque. La machine de la vengeance était déjà en marche. Le bureau de Monica Ducat, 32 étages, vue sur la rivière Chicago. Réception minimaliste, cuir et verre. Tout en précision et pouvoir. On l'introduisit dans un bureau intérieur. Monica se leva, élégante, regard perçant. Monsieur Vance, dit-elle en indiquant un siège. Félicitations pour la naissance. Merci. C'est justement en lien avec ma venue.
Elle hocha la tête. Dites-moi tout. Sans filtre. J'ai besoin d'un tableau complet. David exposa les faits, cliniquement. L'hôpital. La conversation surprise. Ses actions. Monica écouta. Prise de notes. Vous êtes sûr de ce que vous avez entendu? Absolument. Pour toute procédure, il faudra des preuves. Infidélité. Paternité. Tout doit être prouvé. Je comprends. Et je suis prêt. Elle le regarda, intriguée. La plupart de mes clients dans votre situation sont à bout. Vous, êtes calme. Je bâtis sur la stratégie. Pas l'émotion. C'est rafraîchissant, sourit-elle légèrement. Elle tapota son stylo. Il nous faudra une preuve ADN. Relevé financier s'il y a eu abus. Et preuve de l'infidélité. L'ADN, aucun souci. J'aurai un échantillon du bébé. Les finances, je vais creuser. Pour l'infidélité, je ne sais pas depuis quand ça dure. Il faudra un détective privé. J'en connais plusieurs. Efficace. Discrètement, David acquiesça. Fais-le. Une dernière chose. Monica se pencha. Le moment du dépôt est crucial. Trop tôt, et ils auront le temps de dissimuler des preuves, cacher des avoirs. Continue de jouer le mari naïf. Combien de temps? 1 mois, peut-être 2. Le temps de réunir tout ce qu'il faut. David serra la mâchoire. Vivre dans ce mensonge si longtemps. Considère ça comme un investissement, répondit Monica. Plus la façade tient, plus la chute sera brutale. Tu veux qu'il paie, non? Il hocha la tête. 2 mois. Pas un de plus. Parfait. Je commence les papiers. Toi, rassemble ce que tu peux, relevé bancaire, échange entre ta femme et ton frère, tout. David ajusta sa veste. Je veux leur ruine. À tous. Ils regretteront de t'avoir rencontré, répondit-elle en lui serrant la main. Transition visuelle vers le Penthouse, ambiance silencieuse et tendue. Jean et James étaient rentrés. Pas David. Il avait prétexté le travail, laissé sa mère s'en charger. Il retrouva Jean dans la chambre du bébé, rangeant des grenouillères. Je croyais que tu nous évitais, dit-elle en se tournant. Juste débordé. L'accord Miller est à un point critique. Tu travailles trop. Viens ici. Elle l'enlaça. Il répondit, mécaniquement. Tu es père maintenant. Trouve un équilibre. Il hocha la tête. J'essaierai. James dort enfin. Il a été grognon. David regarda le bébé. La preuve vivante de la trahison, et pourtant, innocent. Il est parfait, mentit-il. Repose-toi, je m'en occupe s'il pleure. C'est pour ça que je t'aime, souffla Jean en l'embrassant. Ces mots, autrefois précieux, désormais vides. Une fois seul, David sortit un kit ADN commandé discrètement. Il préleva un échantillon sur James, puis sur lui-même. 2 semaines, et il aurait sa preuve. Le premier clou dans leur cercueil. Plan de transition, bureau de Dom, ambiance froide et méthodique. Dom, ancien marine, salua David. Tu fais peur à voir. Je ne dors plus. Première vérité depuis longtemps. Le test ADN est en cours. Monica a engagé un détective pour Jean et Michael. Moi, je scrute les finances. Laisse-moi t'aider. Je serai plus objectif. David accepta. Merci. Comment tu gères la cohabitation? Chaque seconde est contaminée. Ils paieront. Une interruption. Dom devait partir. Tu n'as qu'à demander, David. Je sais. Merci. Son téléphone vibra. Résultat reçu. Il trouva une salle vide, ouvrit l'email. Le verdict était sans appel, David n'était pas le père. Aucune surprise, mais une rage glaciale l'envahit. Il transféra les résultats à Monica, supprima l'email. Le compte à rebours était lancé.
Plan suivant, clinique obstétrique lumière blanche, ambiance pesante. David retrouve Jean en salle d'attente. Tu es là. J'ai eu peur. Je l'avais promis. Examen de routine. Dr Reynolds, chaleureuse, nota. Et la paternité, monsieur Vance? C'est un ajustement, mais un bon. Il est formidable, ajouta Jean, lui prenant la main. Mensonge fluide. David hocha la tête. Son rôle était bien rodé. Tout est parfait, conclut la docteure. Dernière scène, café calme, tension invisible. Jean, bébé dans les bras, grignotait une salade. David, absorbé par ses mets, touchait à peine à son sandwich. Michael vient dîner ce soir. Il veut voir James. David leva les yeux. Ta mère n'est pas censée venir? Elle partira avant. Michael arrive vers 19h. Tu seras là. Chaque muscle en alerte. Il hocha la tête. Je vais essayer. S'il te plaît, David. C'est important pour moi. Ses yeux, autrefois irrésistibles, le suppliaient à nouveau. Mais cette fois, David avait changé. Vous deux ne vous voyez presque plus ces derniers temps. Pour de bonnes raisons, pensa David, mais il acquiesça. J'y serai. L'idée de dîner en face de son frère, feignant l'ignorance pendant que la rage bouillonnait en lui, était insupportable, mais c'était aussi une opportunité. Observer. Rassembler des preuves. De retour au bureau après le déjeuner, David se plongea dans le travail pour échapper à la soirée à venir. À 18h30, il prit ses affaires et rentra, se préparant mentalement à jouer son rôle. À son arrivée aux Pentouses, l'odeur de poulet rôti embaumait l'air. Jean cuisinait toujours aussi bien, l'un de ses premiers attraits. Juste à temps. Lança-t-elle depuis la cuisine. Tu peux ouvrir une bouteille de rouge? Michael ne va pas tarder. David choisit un cabernet, le préféré de son frère. Ça vaut le bien, pensa-t-il froidement. Ce sera peut-être ta dernière gorgée de luxe. La sonnette retentit alors qu'il débouchait la bouteille. Jean courut ouvrir, James dans les bras. Voilà mon neveu préféré, s'écria Michael en entrant, posant un sac cadeau pour prendre le bébé, tout en encerclant Jean d'un bras, un peu trop longtemps. David, depuis l'encadrement de la porte, scrutait tout, gestes, regards, sourires furtifs. Il mémorisait chaque détail. Frérot, dit enfin Michael, en traversant pour lui offrir une tape dans le dos. La paternité, ça te change la vie? Totalement, répondit David, le goût des mots amers. Le dîner fut un exercice de contrôle. David mangeait machinalement, parlant juste assez. Jean et Michael menaient la conversation, potin, amis communs, sommeil du bébé. Il a tes yeux, lança Michael avec un sourire ambigu. Mais ce menton, c'est tout Jean. Aucun morceau de lui n'est de moi, pensa David. Mais il sourit. Maman dit qu'il a son nez. Michael rit. Elle réclamerait tout le bébé si elle pouvait. Jean intervint. Elle insiste pour organiser une réception de baptême. J'ai dit que c'était trop tôt, mais tu la connais. Elle a toujours été plus tradie que nous, approuva Michael. Tu te souviens quand elle m'a presque renié pour avoir séché la messe? David se souvenait. Il se souvenait aussi de la vitesse à laquelle elle avait pardonné à Michael, alors que ses propres fautes, pourtant moindres, restaient impardonnables. On devrait le faire, dit-il soudain. Vraiment? S'étonna Jean. La famille compte, dit David, levant son verre. Michael et Jean trinquèrent, sans voir le calcul froid dans ses yeux. Oui, la famille comptait. Et ils allaient bientôt le découvrir. 2 semaines plus tard. Dans le bureau de Monica Ducas, David parcourait les preuves. Le test ADN est formel, dit-elle. Vous n'êtes pas le père biologique. David hocha la tête. Et côté finance? Elle lui glissa un autre dossier. Voilà où ça devient intéressant. Un schéma de retrait régulier sur le compte joint, discret, mais au total, près de 200 000 $. Et l'argent est allé où? Principalement vers un compte au nom de votre frère,
ouvert il y a 18 mois. Les dépôts correspondent au retrait. 18 mois. L'affaire durait depuis au moins ce temps-là. Il y a plus. Votre épouse a fait plusieurs achats importants, vêtements de luxe, bijoux, hôtels haut de gamme. Quand je voyageais pour le travail? Exactement. Et votre frère l'a accompagné sur au moins 3 séjours. David referma le dossier. Chaque révélation aurait dû le blesser. Mais il se sentait calme. Validé. Il méritait ce qui allait arriver. Et ma mère, demanda-t-il. Difficile à prouver. Pas de gain financier direct, mais le détective a noté des rencontres fréquentes avec votre femme et votre frère, surtout quand vous étiez absent. Elle savait, dit David. Et elle a cautionné. Juridiquement, son rôle reste secondaire. Le vrai dossier, c'est contre votre épouse. Et peut-être votre frère, pour détournement de fonds. David se leva, regardant par la fenêtre. Le fleuve de Chicago brillait sous le soleil, des touristes vivaient leur vie. Inconscients des trahisons qui se tramaient dans les pantous au-dessus d'eux. Je veux déplacer mes actifs, dit-il. Protéger ce qui m'appartient. Monica haussa les sourcils. Il faut être prudent. Les tribunaux n'aiment pas ça pendant un divorce. Il ne s'agit pas de les cacher, répondit-il. Juste de réorganiser légalement ma position financière. Elle sourit. Dans ce cas, j'ai des idées. Mais parlez aussi avec votre avocat d'affaires. Je vais le faire. Il nous reste encore des preuves à consolider, photos, témoignages. Donnez-moi une semaine, et on lance la procédure. Et servir les papiers à ta femme. David hocha la tête. Une semaine. Alors qu'il quittait le bureau de Monica, son téléphone vibra. Un texto de Jean. Ta mère passe pour le dîner. Tu peux être là à 19h? Il répondit, j'y serai. La comédie touchait à sa fin. Une semaine encore. Et le piège se refermerait. Les bureaux d'investissement Vance occupaient 3 étages de la tour 8. David et Dom étaient installés au dernier. Il trouva Dom à son bureau, en train de consulter les projections trimestrielles. J'ai besoin de ton aide, c'est délicat, dit-il en fermant la porte. Dom posa ses papiers. Dis-moi. Je veux transférer certains actifs. Tout est légal, mais ça doit me protéger quand le divorce deviendra public. Dom hocha la tête. Je t'écoute. Ma part dans le projet Palmer Street, je veux la passer à la société. Je garderai le contrôle, mais ce ne sera plus un bien personnel. Faisable, nota Dom. Et la maison au bord du lac. Elle est à nos 2 noms, mais j'ai payé 80% avec mon argent d'avant-mariage. Je veux la vendre avant de déposer. Jean adore cette maison. Observa Dom, un éclat de satisfaction dans les yeux. David resta impassible. Exactement. Je veux aussi revoir tous nos placements. Tout ce qui est à nos 2 noms doit être restructuré. On va devoir impliquer le conseiller juridique. Il faut que tout soit blindé. Organise une réunion. Demain si possible. C'est noté. Dom observa David. Tu tiens le coup? David s'assit, son masque fissuré un instant. Elle me mentait en face. Tous ses voyages pro, elle était sûrement avec lui. Et ma mère, complice. Elle riait sûrement dans mon dos. Dom serra les dents. Ils vont le payer. Tous. C'est ce qui me fait tenir, avoua David. Son téléphone vibra encore. Jean. Tu peux prendre du vin en rentrant? Il montra le message à Dom. Le théâtre continue. Plus pour longtemps, assura Dom. Bientôt, ils verront à qui ils avaient affaire. Le dîner avec sa mère, une épreuve de contrôle. Patricia Vance siégeait en bout de table. Comme toujours. Petite démonstration de pouvoir, même chez son fils. James ressemble de plus en plus à un Vance. Il a le front de ton père. David coupa sa viande calmement. Tu crois? Absolument. Des gènes forts. Espérons qu'il n'a pas hérité de son caractère.
Elle se tourna vers Jean. Cet homme pouvait garder rancune toute une vie. David n'est pas comme ça, dit Jean en posant la main sur la sienne. Il pardonne trop facilement, si tu veux mon avis. Pas cette fois. Pensa David. Mais il sourit. Beau compliment, venant de celle qui supporte mes soirées au bureau. Patricia ricana. Toujours le travail. Michael, lui, trouve du temps pour la famille. Elle regarda sa montre. Il dîne avec nous ce soir? Dîner client, répondit Jean trop vite. David nota la nervosité. Devenait-il négligent? Ou avait-il été aveugle tout ce temps? Et le boulot de Michael, demanda-t-il innocemment. Il est sur un nouveau projet depuis 1 mois. Très mystérieux, mais rentable, dit Patricia, ravie. Je n'en doute pas, pensa David, se rappelant les 200 000 $ transférés par Jean. À voix haute. Tant mieux. Je savais qu'il s'en sortirait. Il lui fallait juste la bonne opportunité. Contrairement à toi, lança Patricia, le ton plein de sous-entendus. Le reste du repas suivit le même rythme, louange pour Michael, pique pour David, et cajolerie pour bébé James. Quand elle partit, David avait la mâchoire crispée à force de sourire. Ta mère est épuisante. Je ne sais pas comment tu fais, soupira Jean. L'ironie était presque comique. Elle veut bien faire, mentit-il sans effort. Jean se rapprocha et passa ses bras autour de sa taille. Tu es trop bon. Pour elle, pour tout le monde. C'est pour ça que je t'aime. David l'embrassa avec précision. Juste assez pour entretenir l'illusion. Je vais vérifier mes mets. Les marchés de Tokyo vont s'ouvrir. Jean parut déçu. Ne te couche pas trop tard. Dans son bureau, David verrouilla la porte et alluma son ordinateur. Un mail du conseiller juridique confirmait la réunion du lendemain. Un autre, de Monica Ducas, contenait des photos prises par le détective privé. David et Michael entrant ensemble dans un hôtel la semaine précédente, alors que David était censé travailler tard, comme moi d'ailleurs, corrigea-t-il mentalement. Les couches de tromperie, presque artistiques dans leur complexité. David téléchargea les photos, les encrypta, les rangea dans un dossier sécurisé. Des preuves. Des munitions. Le socle de sa vengeance. Son téléphone vibra. Dom, tout est prêt pour la réunion de demain. 10 heures. David répondit simplement. Parfait. Encore un jour de préparation. Une étape de plus vers le jugement. Bureau du conseil juridique chez Vance Investissement. Cadre en cuir, table en acajou, diplômes accrochés au mur. Laurence Chin, conseiller juridique principal, avait organisé une réunion, David, Dom, et Alicia Ramirez, stratège financière. Merci à tous d'être là, commença David. Ce dont on va parler est strictement confidentiel. Laurence acquiesça. Dom a mentionné votre volonté de protéger certains actifs. Je dépose une demande de divorce la semaine prochaine, annonça David. Silence. Je veux sécuriser mes intérêts professionnels avant. Alicia fut la première à réagir. Désolé de l'apprendre, mais vous avez raison d'anticiper les implications financières. Laurence ouvrit son ordinateur. Faisons un tour complet de vos actifs, pro et perso. Pendant 2 heures. La maison au bord du lac, mise en vente immédiate, fond vers un projet d'acquisition. 3 projets immobiliers, transférés à l'entreprise contre parts équivalentes. Sa collection d'art personnel, 1 M+ $, vendue à Dom, avec option de rachat post-divorce. Ce sont toutes des transactions légales, insista Laurence. Mais le timing est essentiel. Pas question que ça semble motivé par le divorce. Commencez par les projets, dit David. Puis la maison. L'art, en dernier. Alicia nota. Et votre résidence principale? Pantouz à nos 2 noms. Je le laisse dans le règlement. Ce sont les actifs pro que je protège. Dom haussa un sourcil, mais ne dit rien. David ne cédait jamais en affaires. Mais ceci n'était pas qu'une affaire. C'était une stratégie. Le Pantouz? Remplaçable.
Voir le monde méticuleusement construit par Jean et Michael s'effondrer? Inestimable. On prépare les documents immédiatement, dit Laurence. Les transferts peuvent se faire aujourd'hui, ajouta Alicia. La maison sera listée demain. David hocha la tête. Merci à tous. Et merci pour votre discrétion. La réunion terminée, Dom resta. Le Penthouse? Vraiment? Expression neutre de David. Ce n'est qu'un lieu. Ce n'est pas une histoire de mur. C'est la scène de leur trahison. J'en trouverai un autre. Dom l'observa. Tu vas vraiment jusqu'au bout. Tu en doutais? Non. Mais je t'ai jamais vu aussi froid. Calculateur. Ils ont choisi les règles. Moi, je joue mieux qu'eux. 3 jours plus tard. Le listing de la Maison du Lac, en ligne. Propriété de rêve, bord du lac Michigan, à 1 heure de Chicago. Acheté 2 ans plus tôt, peu utilisé. David était à son bureau quand Jean appela. Voix tendue. Pourquoi notre maison est en vente? Préparé. Décision business. Les prix flambent. C'est le moment. Business? C'est notre maison de vacances. Je t'en ai parlé le mois dernier, mentit-il avec aisance. Lors de notre discussion sur la stratégie trimestrielle. Tu m'as dit que tu me faisais confiance. Silence. Jean ne se souvenait visiblement pas de cette conversation, fictive. Mais ne voulait pas l'admettre. Je ne veux pas la vendre. Retire-la du marché. Trop tard. 3 acheteurs intéressés. Une offre au-dessus du prix. Se retirer serait irresponsable. Je me fiche de l'argent, explosa-t-elle. Cette maison, elle signifiait quelque chose. Pour moi. Pour toi. La conversation était superficielle, Patricia dominait une grande partie de la discussion, expliquant le développement déjà avancé de James pour son âge, bien sûr, et s'enquérant de la récupération de Jean. Tu es magnifique, lui dit-elle. Certaines femmes mettent des mois à se remettre. De bon gène, répondit Jean en jetant un regard à Michael, un sourire si bref que David aurait pu le manquer s'il n'avait pas observé précisément ce genre de détails. Alors qu'il se dirigeait vers le dessert, David ouvrit une bouteille de champagne avec un geste théâtral. Je pensais qu'on devrait célébrer ce soir. Quelle est l'occasion? Demanda sa mère, les sourcils haussés. La famille, répondit David, remplissant les verres, et les nouveaux commencements. Jean prit son verre avec un sourire intrigué. Nouveau commencement? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, dit David en s'asseyant. À ce qui compte vraiment dans la vie. La vérité, la loyauté, les conséquences. Michael se renfrogna, manifestant un léger malaise. De grandes réflexions pour un samedi soir. Cela semblait approprié. David leva son verre. À la famille et à obtenir exactement ce que l'on mérite. Ils trinquèrent, sa mère et son frère échangeant des regards subtils confirmant ce que David savait déjà. Il sentait qu'il y avait quelque chose de décalé dans son attitude, mais ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Après le dîner, pendant que Jean mettait James au lit, David se retrouva un moment seul avec sa mère. « Tu sembles différente ce soir », observa Patricia en l'étudiant au-dessus de son verre de champagne. Distrait. « Vraiment ?» répondit David calmement. « En fait, je n'ai jamais été aussi concentré. »« Sur quoi, exactement ?»« La justice, dit-il simplement. » Avant qu'elle ne puisse lui poser plus de questions, Jean revint avec le moniteur pour bébé. Il est endormi, espérons-le pour au moins quelques heures. La soirée se termina peu après. À la porte, Michael embrassa David avec l'habituel geste de tape dans le dos. On devrait déjeuner la semaine prochaine, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas passé de temps entre frères. Définitivement, répondit David, sachant pertinemment que cela ne se produirait jamais. Je ferai en sorte que mon assistante organise cela. Sa mère fut la dernière à partir, s'arrêtant sur le seuil. Souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos des rancunes de ton père, David. Elle le ronge à la fin. Je ne suis rien comme mon père, répondit David d'une voix égale, comme tu as toujours eu l'habitude de le souligner.
Les yeux de Patricia se rétrécirent légèrement avant qu'elle n'acquiesce. Bonne nuit, Jean. Prends soin de mon petit-fils. Lorsque la porte se ferma derrière eux, Jean poussa un soupir et se laissa glisser contre celle-ci. Ça s'est bien passé, je crois. Oui, acquiesça David d'un air indifférent, en ramassant les verres à champagne. Tu étais silencieux, observa Jean, le suivant jusqu'à la cuisine. Tout va bien? Je réfléchissais aux prochaines étapes, répondit-il sincèrement. Les prochaines étapes pour la famille, pour nous. David posa les verres dans l'évier et se tourna vers elle. Les choses vont changer, Jean, à partir de lundi. Un éclair d'inquiétude traversa son visage. Qu'est-ce que ça signifie? Tu verras, dit-il en lui embrassant doucement le front. J'ai du travail à finir, ne m'attends pas. Dans son bureau à domicile, David envoya un dernier message à Dom. Dîner terminé, le dossier suit son cours, comme prévu pour lundi. La réponse de Dom arriva immédiatement. Je serai à ton bureau dès le matin. Nous avons fait face à cela ensemble. David posa son téléphone, regardant la ligne d'horizon de Chicago. Demain serait son dernier jour de simulacre, son dernier jour à jouer le rôle du fou dans leur jeu. Lundi, le vrai jeu commencerait. Le matin du lundi, le ciel était clair et froid, la ligne d'horizon de Chicago nette contre le bleu du ciel d'octobre. David s'était levé avant l'aube, avait préparé une valise avec les éléments essentiels et était parti tandis que Jean dormait encore. Une note laissée sur le comptoir expliquait sa réunion de bon matin, un dernier mensonge pour maintenir une façade encore quelques heures. À 8 heures, il était à son bureau, révisant le dossier de divorce mis à jour avec Monica Ducas. Dom était assis à ses côtés, une présence solide de soutien. Le serveur de process livrera les documents à ta femme vers 11 heures, expliqua Monica. Je leur ai demandé d'être discrets mais fermes. Entre-temps, la requête pour geler vos comptes joints sera examinée par le juge Wilson à 9h30. Étant donné les preuves d'irrégularité financière, je m'attends à ce qu'elles soient accordées immédiatement. David acquiesça. Et les médias? Aucun dérapage de notre côté, assura Monica. Mais comme je l'ai mentionné, les dossiers de divorce sont des documents publics. Si des journalistes surveillent les audiences du tribunal, ils pourraient tomber dessus. C'est bon, répondit David. J'ai préparé une déclaration pour notre équipe de communication corporate, au cas où. Dom regarda sa montre. Les virements bancaires devraient être en cours maintenant. À 10 heures, toute la restructuration des entreprises sera terminée. Excellent, répondit David en redressant sa cravate. Y a-t-il autre chose à aborder avant le dépôt? Monica consulta ses notes. Tout est en ordre. La plainte détaille son infidélité, la fraude de paternité. Et l'appropriation financière, nous demandons la garde complète de l'enfant pour le père biologique, votre frère, avec des visites supervisées pour votre femme en attendant le bilan financier. L'audace de la demande choquerait le tribunal, mais les preuves rendaient cela inacceptable. Michael serait publiquement désigné comme le père de l'enfant et forcé de prendre ses responsabilités pour ses actes. Passons à la suite, donna instruction David. Monica rassembla ses documents. Je vais déposer cela immédiatement et assister à l'audience. Je vous appellerai une fois que les comptes seront gelés et que votre femme aura été servie. Après son départ, Dom se tourna vers David. Comment ça va? Ça va, répondit David d'une voix calme, son expression impassible. Ce n'est plus qu'une question de business maintenant. Ce n'est pas juste du business, David. C'est ta vie, ta famille. Ils cessent d'être ma famille au moment où ils me trahissent. David vérifia sa montre. Le compte à rebours a commencé. 3 heures avant que Jean reçoive les documents, ou avant que ma mère et Michael apprennent ce qui se passe. Dom acquiesça, puis dit, et après? Et après, on les regarde brûler. À 11h03 précise, le téléphone de David sonna. Monica Ducas, votre femme a été servie, elle annonça. Les comptes sont gelés comme demandé. Le juge Wilson était assez perturbé par les preuves de malversation financière. Merci, répondit David. Et maintenant? Nous attendons. Son avocat me contactera dès qu'elle en aura un.
vu les circonstances, je m'attends à ce que cela arrive vite. David termina l'appel et regarda Dom. C'est fait. Combien de temps avant? Commença Dom, mais il fut interrompu par le téléphone de David qui sonna à nouveau. L'affichage montrait le nom de Jean. Juste à temps, murmura David, avant de répondre en mettant l'appel sur haut-parleur. David Vance. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Jean était stridente, paniquée. Un homme est là avec des papiers de divorce et je ne peux accéder à aucun de nos comptes. Ah, vous avez été servi, répondit calmement David. Bien, ça m'a évité un appel téléphonique. Ce n'est pas drôle, David. Les papiers ils disent des choses terribles, des accusations sur moi et Michael, sur James. Ce ne sont pas des accusations, David corrigea-t-il. Ce sont des faits. Des faits bien documentés. Un silence suivit. Puis, d'une voix ferme et contrôlée, elle reprit. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais c'est insensé. Rentre à la maison, on en parle comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Le test ADN a confirmé que James n'est pas mon fils. Les relevés bancaires montrent que tu as transféré de l'argent à Michael depuis au moins 18 mois et l'investigateur privé a documenté ton affaire avec lui de manière assez détaillée. La voix de David resta froide et clinique. Le temps de parler est passé, Jean. Elle marqua une pause. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus dure, calculatrice. Tu bluffes, tu n'as aucune preuve. Vérifie tes emails, je t'ai envoyé les points saillants du dossier de preuve. Il y en a bien plus, bien sûr, tout a été soumis au tribunal. Le bruit d'une respiration rapide se fit entendre dans le haut-parleur. David, s'il te plaît, ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça, vindicatif. Tu as raison, je ne l'étais pas. Mais les gens changent quand ils sont trahis par tous ceux en qui ils avaient confiance. David vérifia sa montre. Je te conseille d'appeler mon frère et ma mère. Tu veux coordonner vos versions avant que la presse ne prenne ça en main? La presse? Une alarme authentique dans sa voix. Tu ne ferais pas ça. Je ne les ai pas contactés, mais les dossiers de divorce sont des documents publics. Un homme d'affaires influent de Chicago découvre que l'enfant de sa femme est en réalité celui de son frère, ça fait un sacré titre, tu ne crois pas? Tu vas tout nous détruire, murmura-t-elle. C'est vous qui avez fait ça, répondit David. Je ne fais que rendre cela officiel. Au revoir, Jean. Il raccrocha et posa le téléphone délicatement. Dom le regarda avec un mélange d'admiration et de préoccupation. C'était glacial. C'était nécessaire, répondit David, des frontières claires dès le départ. Et maintenant? Maintenant, on attend le prochain appel. David se tourna vers son ordinateur. 3, 2, 1. Juste à temps, son téléphone sonna de nouveau. Michael. David répondit d'un ton tout aussi professionnel. David Vance. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Michael cria sans préambule. J'en viens de m'appeler hystérique, quelque chose à propos des papiers de divorce et des tests de paternité. Elle est avec toi maintenant? Demanda David calmement. Quoi? Non. Bien. Alors je peux parler librement. Le test ADN confirme que tu es le père biologique de James, félicitations. Le tribunal va te donner la garde complète, puisque je n'ai aucun droit légal sur lui. Michael bafouilla. Tu ne peux pas. Je peux, et j'ai les preuves. Ce n'est pas seulement le test ADN, mais les reçus d'hôtel, les photos, les témoignages de témoins. Ah, et les presque 200 000 $ que Jean a transférés sur ton compte au cours des 18 derniers mois. La voix de David se durcit légèrement. Mon argent, Michael. David, écoute, tout ça, c'est un malentendu. Garde ça pour ton avocat, tu en auras besoin, au fait. La plainte criminelle pour fraude financière sera déposée cet après-midi. Plainte criminelle? Une véritable peur dans sa voix. David, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes frères. David corrigea. Cette relation a pris fin dès que tu as couché avec ma femme. La voix de Michael se brisa.
S'il te plaît, on peut en parler, on peut arranger ça. Il est trop tard pour ça. La machine est déjà en marche. David vérifia sa montre. Je te conseille de te préparer aux conséquences. Ça va être spectaculaire. Il raccrocha juste au moment où son assistante passa par l'interphone. Monsieur Vance, votre mère est en ligne, elle dit que c'est urgent. Mettez-la en ligne, donna instruction David, avant de remettre l'appel sur haut-parleur. La voix de Patricia Vance était tendue, contrôlée, pleine de colère. David, qu'est-ce que c'est que ça? Michael vient de m'appeler dans un état. Bonjour maman, répondit David tranquillement. Je suppose que Michael t'a mis au courant de la situation. Il a dit que tu as perdu la tête en déposant une demande de divorce et en faisant des accusations sans fondement à son sujet. Jean, pas des accusations mais des faits documentés et vérifiables. Le ton de David resta calme. Tu savais, n'est-ce pas? Tu l'as encouragé. C'est absurde, railla Patricia, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. J'étais là, mère, à l'hôpital quand James est né. Je vous ai entendu parler. David laissa une touche d'émotion colorer ses mots. Tu as dit, c'est juste un échec inutile. Vous deux, vous méritez le bonheur. Cela te dit quelque chose? Silence, puis plus calme, tu as mal compris le contexte. J'en doute, mais peu importe. Le tribunal aura toutes les preuves, et il pourra tirer ses propres conclusions. La voix de sa mère devint suppliante, pense à ce que tu fais, cela détruirait notre famille, le scandale. Je ne me préoccupe pas du scandale, interrompit David. Ce qui m'inquiète, c'est la justice, et chacun de vous recevra exactement ce qu'il mérite. Tu es comme ton père, siffla Patricia. Cruel et impitoyable. Merci, répondit sincèrement David. C'est le premier véritable compliment que tu m'aies fait depuis des années. Au revoir, mère. Il raccrocha et regarda Dom, qui siffla bas. C'était nécessaire. David conclut, ils doivent comprendre que ce n'est pas une négociation, c'est un règlement de compte. Dom hocha lentement la tête. Et ensuite, quel est le programme? Ensuite, l'événement principal, répondit David en vérifiant ses emails. Et cela commence ce soir. La suite exécutive de l'hôtel Peninsula offrait des vues panoramiques sur le magnifique Mile de Chicago. David se tenait à la fenêtre, observant les lumières de la ville clignoter tandis que la nuit tombait derrière lui. Dom passait en revue les derniers détails pour la soirée à venir. La salle à manger privée de Gibson est confirmée pour 20 heures, annonça Dom, tous les invités ont l'arrestation de la VPD. Oui, bien que la plupart semblaient confus quant à l'occasion. Bien, acquiesça David, se détournant de la fenêtre. Les arrangements techniques, tout est prêt. Les écrans sont installés, le système audio testé. Tout est prêt, confirma Dom. David jeta un coup d'œil à sa montre, une nouvelle qu'il avait achetée cet après-midi pour remplacer la Tag Heuer que Jean lui avait offerte pour leur anniversaire. C'est l'heure. Il s'était habillé avec un soin particulier, un costume sur mesure couleur charbon, chemise blanche impeccablement repassée, cravate rouge sang, une armure pour la bataille à venir. Es-tu sûr de cela? Demanda Dom alors qu'il se préparait à partir. Une fois que tu fais cela, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûr, répondit David. C'est eux qui ont choisi ce chemin, pas moi. Le Gibson Steakhouse était la destination privilégiée de Chicago pour les dîners d'affaires et les célébrations de pouvoir. La salle à manger privée que David avait réservée était séparée du restaurant principal, avec sa propre entrée et son propre personnel. Aucune dépense n'avait été épargnée, bar ouvert premium, les meilleures viandes et une sécurité discrète pour garantir l'intimité. À 19h30, David et Dom étaient en position, surveillant les arrivées via une tablette. La liste des invités était soigneusement sélectionnée, des associés d'affaires clés, des amis de la famille et des membres influents de la société de Chicago, des personnes dont l'opinion comptait pour Jean, Michael et Patricia. Ils sont là, annonça Dom en montrant à David la vidéo de sécurité. La caméra montra Jean arrivant la première, élégante mais tendue dans une robe de cocktail noir. Michael et Patricia suivirent quelques minutes plus tard, entrant ensemble.
Tous trois furent escortés jusqu'à la salle privée par le maître d'hôtel. « C'est l'heure, » dit David doucement, ajustant sa cravate une dernière fois. La salle à manger privée avait été aménagée avec une longue table, des écrans montés sur les murs et une petite scène à une extrémité. Les invités se mêlaient déjà, sirotant du champagne et échangeant des civilités confuses. David entra par une porte latérale, Dom à son épaule droite. La pièce se tut immédiatement lorsque les têtes se tournèrent vers lui. Jean le repéra la première, son expression passant de la surprise à un soulagement puis à une lassitude. Elle s'avança vers lui, mais Michael lui attrapa le bras, la retenant. Patricia resta figée, son verre de champagne à moitié porté à ses lèvres. David se dirigea vers la petite scène et tapota le microphone. « Bonsoir à tous, merci d'être venus à si court préavis. » Le murmure se tut alors que les invités tournaient leur attention vers lui. « La plupart d'entre vous se demandent pourquoi vous êtes ici, » continua David d'une voix assurée. « Je vous ai invité ce soir parce que vous êtes important pour ma famille, pour la famille Vance, et je crois en la transparence. » Jean s'avança à nouveau, l'inquiétude évidente dans sa posture. « David, arrête ça, c'est privé. » David haussait un sourcil. « Comme ton aventure avec mon frère était privée ?» La pièce se figea complètement. Tous les regards se tournèrent vers Michael, qui était devenu livide. « C'est exact, » confirma David. « L'enfant que ma femme m'a présenté comme étant le mien est en réalité le fils de mon frère. » Dom avança et activa les écrans, qui affichèrent désormais des photos de Jean et Michael et Jean ensemble, entrant dans des hôtels, des moments intimes capturés par l'objectif du détective privé. Cette liaison dure depuis au moins 18 mois, continua David, sa voix clinique et détachée. Pendant ce temps, ma femme a transféré près de $200 000 de nos comptes joints sur les comptes de mon frère. Un autre écran s'afficha, montrant les relevés bancaires, les transactions clés surlignées en rouge. « David, s'il te plaît, » supplia Jean, des larmes coulant désormais librement. « Pas comme ça. »« Pas comme quoi ?»« Jean, publiquement, honnêtement, n'est-ce pas ce que tu craignais? Que la vérité ne sorte ?» Michael trouva enfin sa voix. « C'est insensé, tu nous humilies tous, pourquoi? La vengeance? » « Non, Michael, pour la justice. » David se tourna de nouveau vers les invités réunis. « J'ai déposé une demande de divorce ce matin. Les tribunaux ont déjà gelé nos avoirs communs en attendant l'enquête sur la fraude financière et oui, des poursuites criminelles sont envisagées. » Patricia s'avança. « C'est assez, David, tu as fait ton point. »« Ai-je vraiment fait mon point, maman ?» David se tourna vers elle. « Je n'ai même pas encore mentionné ton rôle. » La couleur se drainait du visage de Patricia. « Mon rôle? Ton encouragement de leur liaison, ta connaissance de la tromperie sur la paternité, » la voix de David restait ferme. « Ton constant sabotage de ma position tout en élevant Michael, peu importe ses actions. » Dom modifia l'écran encore une fois. Des formes d'ondes audio apparurent sur les écrans. David appuya sur un bouton de la télécommande et des voix envahirent la pièce. « Il n'a aucune idée, au moins c'est une bonne vache à lait, » la voix de Michael, méprisante et satisfaite. « Vous deux méritez le bonheur, lui, il n'est qu'un échec inutile, » la voix de Patricia, distante et froide. « Merci, je m'assurerai qu'on soit heureux, » le rire de Jean, conspirateur et cruel. L'enregistrement se termina, laissant la salle dans un silence stupéfait. Jean se coucha la bouche avec ses mains, les larmes coulant maintenant sans retenue. Michael resta figé, incapable de rencontrer le regard de qui que ce soit. La main de Patricia tremblait alors qu'elle posait son verre de champagne. Cela a été enregistré à l'hôpital le jour de la naissance de James, expliqua David aux invités rassemblés. Je suis arrivé tôt, excité à l'idée de rencontrer mon fils, seulement pour entendre cette conversation. Il se tourna de nouveau vers Jean, Michael et Patricia. Vous pensiez être intelligent, que j'étais trop obsédé par le travail, trop naïf, trop aveugle pour voir ce qui se passait. Vous aviez tort. David s'approcha d'eux, baissant légèrement la voix. Chacun de vous recevra exactement ce que vous méritez. Jean, tu perds ta sécurité financière, ton statut social et le respect de tous ici. Michael,
tu gagnes un fils et la responsabilité qui l'accompagne, avec des charges criminelles possibles pour fraude. Maman, tu perds les 2 fils, car après ce soir, ni l'un ni l'autre ne te parlera jamais plus. Patricia tressaillit comme si elle avait été frappée. David, tu ne peux pas dire ça. Je n'ai jamais dit quelque chose de plus vrai. Il se tourna vers la salle. Je m'excuse de vous avoir impliqué dans cette affaire désagréable, mais je crois que vous méritez de connaître la vérité sur les personnes que vous avez accueillies dans vos maisons, vos clubs, vos conseils de charité. David fit un signe de tête au personnel de service qui commença à circuler avec du champagne frais. Veuillez profiter de votre dîner, considérez cela comme mon cadeau d'adieu à la société de Chicago. Je vais déplacer mon entreprise et moi-même dans les mois à venir. Alors que des murmures choqués s'élevaient dans la salle, David se tourna pour partir. Jean attrapa son bras. « David, tu nous as détruits, murmura-t-elle, le mascara coulant sur ses joues. Es-tu satisfait maintenant ?» Il regarda sa main jusqu'à ce qu'elle le lâche. « Ce n'est pas une question de satisfaction, Jean, c'est une question de conséquence. Tu as choisi ton chemin, maintenant tu le parcourras seul. » Alors que David se dirigeait vers la sortie, il remarqua une femme observant depuis l'entrée des services, l'une des serveuses. Ses cheveux sombres étaient attachés, ses yeux intelligents et scrutateurs. Elle soutint son regard sans cligner des yeux puis lui fit un léger hochement de tête, comme pour reconnaître un témoin de la justice rendue. À l'extérieur, dans l'air frais d'octobre, David desserra légèrement sa cravate. Dom le rejoignit un instant plus tard. « Eh bien, c'était nucléaire, observa Dom. Ça va ? » David considéra la question. La froide colère qu'il avait soutenue pendant des semaines s'était dissipée, laissant un étrange vide, pas du chagrin, pas tout à fait du soulagement, mais quelque chose qui se rapprochait de la paix. « Je vais bien, répondit-il honnêtement. C'est fini maintenant. Pas tout à fait, corrigea Dom. Les procédures juridiques, les retombées médiatiques, tout ça commence à peine. La partie importante est terminée, clarifia David. La vérité est sortie. Ils savent exactement qui et ce qu'ils sont, et moi aussi. Ils marchèrent en silence vers la voiture qui les attendait, la ligne d'horizon de Chicago brillant autour d'eux. Le chauffeur ouvrit la porte. David jeta un dernier coup d'œil à l'entrée de Gibson, juste au moment où la serveuse qu'il avait remarquée plus tôt émergeait, enlevant son tablier et secouant ses cheveux. Elle croisa son regard à nouveau et lui sourit légèrement, pas avec pitié, pas avec admiration, juste en reconnaissance d'un témoin de la justice rendue. « Monsieur » l'incita le chauffeur. « David, direction le Peninsula, s'il vous plaît. » Le déluge médiatique éclata à 6 heures du matin le lendemain. David se réveilla avec son téléphone vibrant sans cesse de notifications, de messages textes, d'emails et d'alertes d'actualité. Dom lui avait prédit ce qui allait se passer, avait préparé l'équipe de communication de l'entreprise pour gérer l'assaut. Il ignora son téléphone et commanda plutôt le service en chambre, un café noir et du pain grillé, le plus qu'il pouvait supporter. En mangeant, il alluma la télévision pour découvrir que son drame familial faisait déjà les gros titres dans les actualités locales. Le leader économique de Chicago, David Vance, a déposé une demande de divorce de sa femme après 4 ans de mariage, citant fraude paternelle. Et les sources proches du couple affirment que le frère de Vance est le père biologique d'un enfant né il y a seulement 3 semaines. La famille Vance est présente dans les cercles d'affaires de Chicago depuis plus d'une décennie. David coupa le son de la télévision et se tourna vers son ordinateur portable. Le prix de l'action des investissements de Vance avait légèrement baissé lors des échanges avant l'ouverture, une réaction attendue au scandale, mais les bases de l'entreprise restaient solides. La restructuration avait protégé l'activité principale de toute répercussion importante. Son téléphone vibra à nouveau avec un message de Dom, le communiqué de presse a été envoyé à 7 heures. Professionnel, digne, détails minimaux, se concentrer sur l'avenir. David répondit simplement, bien. Un autre message arriva de Monica Ducas, Jean a retenu un avocat, le cabinet Sanders et Meyers. La première audience est prévue pour la semaine prochaine. La machinerie du divorce était désormais en marche. Les procédures judiciaires allaient durer des mois, voire des années, mais l'issue était déjà déterminée. Les preuves étaient trop accablantes, l'affaire trop évidente.
David prit une douche et s'habilla pour le bureau. Peu importe le chaos personnel qui l'entourait, les affaires continuaient. Il avait bâti sa réputation sur la stabilité et la réflexion stratégique, des qualités qui lui serviraient bien dans la scrutiny publique à venir. À l'hôtel, dans le hall, une voix de femme appela son nom. Il se tourna et aperçut la serveuse de chez Gibson's qui s'approchait, maintenant vêtue de jean et d'une veste en cuir plutôt que de son uniforme de serveuse. « Monsieur Vance » dit-elle en lui tendant la main. « Cassidy Blake, je travaillais hier soir. » David lui serra la main, notant son regard direct et sa prise ferme. « Je me souviens, vous regardiez, dit-il. » Elle hocha la tête. C'était un vrai spectacle. Je m'excuse si cela a compliqué votre travail. Ne vous en faites pas. Cassidy sourit légèrement. C'était le service le plus intéressant que j'ai eu depuis des années, et pour ce que ça vaut, ils l'ont bien mérité. David l'étudia, la trentaine, confiante, perspicace, pas quelqu'un qui aurait normalement approché un inconnu, surtout quelqu'un devenu fraîchement notoire. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda-t-il. « Parce que vous ne l'entendrez probablement de la part de personne d'autre, répondit-elle simplement. Tout le monde vous dira que vous êtes allé trop loin, que vous auriez dû gérer cela en privé, que la vengeance n'est pas la solution, mais parfois, la justice a besoin d'un public. » Son regard était inattendu, sa franchise rafraîchissante après des semaines de tromperie et de manipulation. « On dirait que vous parlez d'expérience, dit-il. Peut-être. Cassidy jeta un œil à sa montre. Je dois y aller, je voulais juste dire que ce que vous avez fait hier soir était brutal, mais entièrement justifié. Elle se tourna pour partir, mais David se retrouva à l'appeler. Mademoiselle Blake? Cassidy se retourna, un sourcil haussé, interrogative. Voudriez-vous prendre un café un de ces jours? L'invitation le surprit, même lui. Spontané, d'une manière qu'il n'était pas habituellement. Elle le considéra un instant puis sourit. Pas maintenant, vous avez besoin de temps, mais peut-être quand la poussière sera retombée. Elle sortit une carte de visite et la lui tendit. Je ne suis pas juste une serveuse. C'était un boulot secondaire pendant que je terminais mon MBA. David accepta la carte. Cassidy Blake, analyste financier, avec un numéro de téléphone et un email. Je vous appellerai quand la poussière se sera dissipée. J'attendrai avec impatience, répondit-elle. Cassidy acquiesça, puis s'éloigna, confiante et décontractée. David la regarda s'éloigner, la carte de visite pesant légèrement dans sa main. Une connexion inattendue, née dans l'après-destruction, pas un commencement, pas encore, mais une possibilité. Un mois plus tard, David se tenait dans son nouveau bureau, dans une autre tour, avec une vue différente. L'espace temporaire au Peninsula avait servi son but, mais il était temps de mettre en place une organisation plus permanente. Les procédures de divorce étaient en cours, la frénésie médiatique s'était calmée en de rares mises à jour et les affaires s'étaient stabilisées. Dom entra sans frapper, une habitude de leur décennie d'amitié. Le bureau de Londres a appelé, ils sont prêts à procéder à l'expansion. Bien. David hocha la tête. Planifie un voyage pour le mois prochain. Nous devrions être là pour les négociations finales. Déjà sur le coup. Dom hésita, puis ajouta, la contre-demande de Jean a été rejetée. Au fait, le juge a maintenu le gel des comptes. David acquiesça, prenant l'information. Jean avait tenté de prétendre à un préjudice émotionnel et une diffamation, mais les preuves de sa faute étaient trop substantielles pour être ignorées. Michael avait réglé l'affaire de fraude, continua Dom, restitution de la totalité du montant, plus des amendes. Pas de charges criminelles, mais cela les a ruinés financièrement. Et l'enfant, demanda David, se surprenant lui-même avec la question. Après tout, l'enfant était innocent dans tout cela. Michael à la garde. Jean a des visites supervisées 2 fois par semaine. L'expression de Dom s'adoucit légèrement. Ta mère a essayé de me contacter hier, elle m'a demandé d'organiser une rencontre avec toi. Non, répondit David simplement. Ce chapitre est clos. Dom hocha la tête, comprenant. Encore une chose. Ça t'est arrivé. Il lui tendit une enveloppe, en papier crème,
avec le logo de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern. David l'ouvrit pour y trouver une note manuscrite. « Monsieur Vance, j'ai défendu ma thèse hier. Gestion stratégique de crise dans les entreprises de capital investissement. Mention très bien. Je pensais que cela pourrait vous intéresser. La poussière est en train de retomber. Cassidy Blake, au bas, un numéro de téléphone. Le même que sur sa carte de visite qu'il gardait toujours dans son portefeuille. Bonne nouvelle, demanda Dom, remarquant l'expression de David. Peut-être, répondit David. Un rappel que la vie continue, même après que tout ait changé. Après que Dom soit parti, David se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon de Chicago. La ville semblait différente depuis cet angle. Les mêmes bâtiments, les mêmes rues, mais avec une nouvelle perspective. Il y a 3 mois, il était un homme différent. Confiant, aveugle, vivant une vie bâtie sur des mensonges. La trahison avait brisé cette existence, mais des morceaux brisés, il avait construit quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, plus clair, plus authentique. David sortit son téléphone et composa le numéro écrit sur la note. « C'est Cassidy », répondit-elle au 3e son. « David Vance », répondit-il. « Félicitations pour ta thèse. »« Merci. » Il entendit le sourire dans sa voix. « Je n'étais pas sûr que tu appellerais. Tu m'avais dit d'attendre que la poussière se retombe. » David la rappela. « Je pense que c'est le cas. »« Vraiment ?» demanda Cassidy. « Où est-ce que tu es juste prêt à avancer ?» La question était perspicace, elle touchait au cœur de sa décision. Les deux, peut-être. Dans tous les cas, je veux maintenant prendre ce café. Le café me va, répondit-elle. Demain, au café sur Michigan et Wacker, 10 heures. J'y serai. Lorsqu'il raccrocha, David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. De l'anticipation. Pas pour la vengeance, pas pour la justice, mais pour quelque chose de normal. Quelque chose de nouveau. Son téléphone vibra avec un message de Dom, conférence téléphonique avec Tokyo dans 10 minutes. David redressa sa cravate et tourna le dos à la fenêtre. Les affaires continuaient. La vie continuait. Et pour la première fois depuis la trahison, il était prêt à la continuer. Le Pantouz s'était vendu rapidement, en dessous de sa valeur marchande, mais David s'en fichait. L'argent était sans importance comparé à la rupture finale de ce dernier lien avec sa vieille vie. Le jour de la vente, il y retourna une dernière fois pour s'assurer qu'il avait bien enlevé toutes ses affaires personnelles. L'espace était presque vide à présent. Les meubles vendus avec la propriété, les murs nus là où les photos de famille avaient un jour été accrochées. Dans la chambre de l'enfant, il s'arrêta en regardant les murs bleus, le berceau vide. James aurait maintenant 3 mois, grandissant, changeant, inconscient du drame entourant son existence. L'enfant était innocent. Un pion dans un jeu joué par des adultes égoïstes. Un jour, il apprendrait la vérité sur sa filiation, sur la tromperie qui avait marqué sa naissance. David espérait que l'enfant trouverait son chemin vers le bonheur, malgré un début aussi tumultueux. Alors qu'il se tournait pour partir, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « David Vance », répondit-il. « Monsieur Vance, c'est le docteur Reynolds, l'obstétricien de Jean. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous appeler. » David fronça les sourcils. « Comment puis-je vous aider, docteur ?» « J'ai suivi les nouvelles concernant la paternité de James, » dit la voix hésitante du médecin. « Je pense qu'il serait préférable que je vous contacte directement. » David soupira. « Je vous remercie de votre préoccupation, mais le test ADN était sans ambiguïté. »« En fait, c'est pour cela que je vous appelle, » dit le docteur Reynolds après une pause. « Michael a été mon patient pendant plusieurs années. Il a une condition, une varicocèle assez sévère, ce qui entraîne un nombre de spermatozoïdes très faible. La probabilité qu'il puisse avoir un enfant naturellement est quasiment nulle. L'implication flottait dans l'air entre eux. David serra le téléphone. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que le test ADN montre peut-être que vous n'êtes pas le père, mais je serais très surpris que Michael le soit. » La voix du docteur Reynolds s'adoucit. «
Jean avait d'autres rendez-vous pendant sa grossesse, quand vous voyagiez. Elle n'était pas toujours seule. Un troisième homme. Quelqu'un d'autre. La trahison avait plus de couches que même lui n'en avait découvert. Merci pour l'information, docteur, dit David enfin. Cela ne change rien pour moi, mais j'apprécie votre honnêteté. Après avoir raccroché, David resta dans l'appartement vide, absorbant cette dernière révélation. La tromperie de Jean était encore plus complète que ce qu'il avait su. Michael aussi avait été manipulé, bien que sa participation volontaire à l'aventure éliminait toute sympathie que David aurait pu ressentir. Il rit doucement, le son résonnant dans la pièce vide. C'était d'une certaine manière, approprié. La fin parfaite pour une farce qui n'avait jamais été ce qu'elle semblait être. David jeta un dernier regard autour de l'espace qui avait été autrefois sa maison, puis sortit en fermant la porte derrière lui. Dans l'ascenseur, il effaça le numéro de l'agent immobilier de ses contacts. Le dernier lien était coupé. Dehors, le soleil de l'après-midi de Chicago réchauffa son visage. Il avait un rendez-vous café avec Cassidy dans 1 heure, une conférence téléphonique avec Londres après et un dîner avec Dom pour discuter de l'expansion à Tokyo. La vie continuait. De nouveaux commencements émergeaient des fins, et David Vance avançait vers son avenir, les yeux ouverts, les leçons apprises, plus personne n'étant son idiot. Or sheep. Alright, give me some melons. Where are the melons at? Everything's green. Skin check? Skin check. How we liking it? I've had the skin for a while, like a couple years. Sheesh! Sheesh! Oh my god. Oh my goodness. Should I add a sheesh alert? Sheesh! That's actually probably a good one, huh? I actually have a list of ones that I want to add, but I've just been lazy lately. Sheesh alert, Myra? Okay. I will get right on that.